Dans ce documentaire, nous allons plonger dans l'univers fascinant de théories audacieuses, échafaudées tout au long de l'histoire humaine et de l'archéologie. Certaines de ces hypothèses semblent extravagantes, voire irréalistes. Mais l'imagination et la curiosité sont le moteur de la découverte. Ainsi, j'estime qu'il est très intéressant d'explorer ces perspectives uniques. La construction mystérieuse des pyramides et du Sphinx reste une énigme captivante. Ce film est donc une invitation à l'émerveillement et à l'interrogation. Pourtant, il s'adresse particulièrement à ceux qui osent remettre en question les idées établies et qui sont prêts à envisager toutes les possibilités. Je tiens à préciser que les opinions et les théories présentées ici ne reflètent pas nécessairement mes propres convictions. Ce documentaire est une exploration des différentes pistes de réflexion et des découvertes archéologiques qui ont émergé au fil du temps. Parmi elles, de nombreuses idées se démarquent par leur originalité et méritent d'être examinées de plus près. Vous trouverez en description toutes les références qui ont contribué à l'écriture et l'exposé de ce documentaire. Enfin, je vous encourage à aborder ce film avec un esprit ouvert. Les commentaires désobligeants ou insultants ne seront pas tolérés et entraîneront la suppression du commentaire et l'exclusion de son auteur. Ce documentaire encourage la diversité intellectuelle et la libre pensée. Bonjour chers amis aventuriers, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode captivant de l'Armageddon des Anciens. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans une expédition passionnante à travers les sables mystérieux de l'Égypte. Notre destination n'est autre que le légendaire plateau de Gizeh, un lieu chargé d'histoire et de mystère. Préparez-vous à une aventure inoubliable. Depuis des millénaires, le mystérieux sphinx de Gizeh suscite une multitude de théories, certaines plus spéculatives que d'autres. Imaginez-vous devant cette imposante figure de pierre, se dressant fièrement dans le désert égyptien. Une émotion indescriptible vous envahit, mêlant émerveillement et une certaine forme de révérence. Transportons-nous à l'époque d'anciens Égyptiens. Nous marchons vers cette majestueuse sculpture, et un sentiment de petitesse et de respect profond nous submerge face à cette grandeur architecturale et spirituelle. C'était précisément l'effet recherché par le pharaon, inspirer à son peuple un sentiment d'humilité et de lien sacré avec le divin. Le Sphinx, plus qu'une simple œuvre d'art, incarnait un pont céleste, une manifestation de la puissance divine et de l'autorité incontestable du pharaon, intermédiaire entre les dieux et les hommes. Sa présence imposante était un rappel constant de l'ordre cosmique et du rôle que chacun devait jouer dans la grande histoire de l'existence égyptienne. Le majestueux Sphinx, avec sa tête d'homme noble et son corps de lion puissant, incarne un symbole royal par excellence dans l'ancienne Égypte. Cette représentation unique était un privilège réservé exclusivement au pharaon, le souverain suprême de la terre des pyramides. Parmi les divinités égyptiennes, Sekhmet, déesse de la guerre et de la guérison, se distingue. Représentée sous les traits d'une lionne impétueuse, elle incarne la force indomptable et la protection. Les pharaons, en s'associant à cette figure divine, cherchaient à emprunter sa puissance
et à affirmer leur autorité. C'était une façon d'exprimer non seulement la légitimité de leur règne, mais aussi leur connexion profonde avec les dieux, un lien essentiel pour maintenir l'ordre et la prospérité dans le royaume. Ces révélations proviennent d'Aliaa Ismail, archéologue éminente et directrice générale de l'initiative de préservation de la nécropole thébaine. Ces recherches approfondies, menées principalement dans la mystérieuse vallée des rois, apportent un éclairage fascinant sur ces symboles anciens. Les énigmes entourant le mythique sphinx de Gizeh débutent avec les interrogations sur ses origines et sa construction. Bien que l'hypothèse dominante parmi les égyptologues suggère que le sphinx aurait été érigé par le pharaon Khéphren en hommage à son père Khéops, cette théorie n'est pas universellement acceptée. Aliaa Ismail, une figure respectée dans le monde de l'égyptologie, offre une perspective différente. Selon elle, le sphinx ne serait pas un monument dédié à Khéops, mais plutôt une représentation grandiose de Khéphren lui-même. La position du sphinx, gardien silencieux près de la pyramide de Khéphren, est un élément clé de cette théorie. Ismail propose que la construction du sphinx pourrait avoir été une décision stratégique de Khéphren pour marquer son règne d'un emblème indélébile. En effet, la pyramide de Khéphren, bien que légèrement plus petite que celle de son père, se trouve à proximité immédiate de ce monument mystérieux. Cette proximité géographique suggère un lien symbolique fort entre le souverain et le sphinx, peut-être envisagé comme une compensation pour la taille plus modeste de sa propre pyramide. Ainsi, à travers le sphinx, Khéphren aurait cherché à affirmer son pouvoir et son héritage, gravant son image non seulement dans la pierre, mais également dans l'histoire éternelle de l'Égypte antique. L'énigme du sphinx de Gizeh se voit enrichie par une interprétation fascinante proposée par l'égyptologue renommé Chris Naunton. Selon lui, le sphinx, le temple adjacent et la pyramide de Khéphren pourraient ne pas être des structures indépendantes, mais plutôt des composantes d'un complexe architectural et symbolique méticuleusement conçu. Naunton met en lumière l'alignement remarquable entre ces structures. Le visage du sphinx, majestueusement tourné vers la pyramide, semble veiller sur elle. De plus, l'épaule droite du sphinx est en parfaite harmonie avec l'entrée du temple située juste devant, ainsi qu'avec l'angle spécifique de la pyramide située à l'arrière. Ce qui rend cette théorie encore plus captivante, c'est le phénomène céleste observé lors des équinoxes. À ces moments précis de l'année, le soleil se couche exactement dans l'alignement de ces structures, créant un spectacle visuel éblouissant. Cette coïncidence, loin d'être fortuite, pourrait indiquer une compréhension avancée de l'astronomie par les anciens Égyptiens et un désir de refléter l'ordre cosmique dans leur architecture. L'ingénieuse conception de ces monuments souligne une fois de plus la sophistication et la profondeur de la pensée égyptienne antique, où l'architecture, la spiritualité et l'astronomie se rejoignent en une symphonie harmonieuse. Durant l'Ancien Empire, la civilisation égyptienne était profondément ancrée dans le culte du dieu Soleil et la vénération de ses aspects. Cependant, les tentatives modernes d'interpréter ces pratiques anciennes s'avèrent complexes, selon Aliaa Ismail, principalement en raison des transformations radicales du paysage environnant. Ismail souligne que,
pour saisir pleinement l'ancien monde égyptien, il faut imaginer un cadre très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Remontant 5000 ans en arrière, on découvre un site dans lequel le plateau de Gizeh était partiellement submergé par les eaux, en partie grâce à un troisième bras du Nil, aujourd'hui asséché depuis des millénaires. Ce cours, aujourd'hui oublié, serpentait autrefois à travers le paysage, créant un environnement radicalement différent de celui que nous voyons aujourd'hui. Il jouait un rôle crucial dans la vie quotidienne et économique, notamment en facilitant le transport d'énormes blocs de pierre utilisés dans la construction des pyramides. Ce changement drastique du paysage pose un défi important pour les chercheurs contemporains. Il devient difficile d'imaginer la réalité des anciens Égyptiens, car le cadre dans lequel ils vivaient, travaillaient et adoraient a été profondément altéré par le temps. La topographie actuelle du plateau de Gizeh, dépourvue de ce bras vital du Nil, offre une image incomplète qui nécessite un effort d'imagination et d'interprétation pour reconstituer le puzzle complexe de l'histoire égyptienne antique. Parmi les multiples hypothèses fascinantes relatives à l'ancienne Égypte, certaines théories non confirmées évoquent l'existence de chambres souterraines cachées, abritant potentiellement des archives précieuses de l'histoire mondiale. Alia Ismail, archéologue réputé et spécialiste en imagerie 3D, partage une perspective ouverte sur ces mystères non résolus. Elle affirme qu'en Égypte antique, l'impossible peut devenir possible. Les découvertes archéologiques, souvent surprenantes au premier abord, peuvent révéler des vérités inattendues à ceux qui approfondissent leurs recherches. Ismail souligne que dans le domaine de l'égyptologie, les premières impressions sont fréquemment remises en question par des études plus approfondies, aboutissant à des interprétations radicalement différentes. Avec la technologie moderne, notamment les appareils de scan 3D et les radars à pénétration de sol, Ismail suggère qu'il serait judicieux de tester ces théories. L'utilisation de ces outils pourrait révéler l'existence de passages secrets ou de chambres cachées, offrant de nouvelles perspectives sur l'histoire antique. Elle encourage vivement l'exploration de ces pistes, convaincue que de telles investigations pourraient dévoiler des aspects jusqu'alors inconnus de l'Égypte ancienne. Pour Alia Ismail, l'égyptologie est un domaine aux possibilités sans fin. Elle exprime l'enthousiasme d'une chercheuse passionnée, convaincue que les découvertes réalisées jusqu'à présent ne représentent qu'une fraction de ce qui reste à découvrir. Cette perspective souligne la richesse inexplorée de l'Égypte antique. Un trésor de connaissances et de mystères attendant d'être révélé par ceux qui osent questionner, explorer et appliquer les avancées technologiques à l'archéologie. Le troisième bras du Nil, la branche de Khéops. Les érudits de l'Antiquité s'accordent à dire que la grande pyramide de Gizeh, la plus imposante des pyramides égyptiennes, fut construite sous le règne du pharaon Khéops. Cette construction titanesque a nécessité l'utilisation de plus de 2 millions de blocs massifs, pesant au total environ 6 millions de tonnes. Ces pierres, souvent de taille et de forme hétérogènes et grossièrement taillées, ont été assemblées avec du mortier pour former les couches extérieures de la pyramide.
pour la construction de la chambre du roi, des blocs de calcaire blanc de Tura, une qualité de pierre de haute valeur, furent acheminés par voie fluviale depuis le Nil. Par ailleurs, des blocs massifs de granit d'Assouan, certains pesant plus de 80 tonnes, furent transportés sur une distance impressionnante de 800 km jusqu'à Gizeh. La manière dont ces immenses blocs de pierre ont été transportés de la carrière jusqu'au site de la pyramide demeure un sujet de débat et de mystère. Selon des recherches menées par des scientifiques de plusieurs institutions françaises, un collègue chinois et 2 chercheurs égyptiens, la branche du Nil, nommée Khéops, aurait autrefois coulé à proximité de Gizeh. Cette proximité aurait rendu possible le transport d'énormes pierres nécessaires à la construction des pyramides. En étudiant les couches sédimentaires autour de Gizeh et en analysant des grains de pollen fossilisés, ces chercheurs ont pu reconstituer l'histoire hydrographique de la région et proposer des théories sur la logistique de la construction de ce monument emblématique. Des études paléoécologiques récentes ont permis de retracer l'histoire fluviale du Nil sur une période de 8000 ans dans la région de Gizeh. Ces recherches ont révélé des changements significatifs dans les paysages aquatiques et une élévation des niveaux du Nil il y a environ 4500 ans, ce qui aurait grandement facilité la construction du monumental complexe des pyramides de Gizeh. À cette époque, les pyramides se dressaient majestueusement à proximité d'un bras du Nil, aujourd'hui disparu, connu sous le nom de branche de Khéops. Ce cours d'eau jouait un rôle crucial dans le transport des matériaux de construction et offrait un accès direct au complexe pyramidal depuis le fleuve. Les preuves archéologiques ont renforcé cette hypothèse avec la découverte des ruines d'un port animé près des pyramides de Gizeh. Ces vestiges, comprenant des structures portuaires et des casernes destinées soit aux marins, soit aux troupes militaires, témoignent de l'importance stratégique de ce site dans le processus de construction des pyramides. La présence de ce port, qui a été un centre d'activité intense il y a 4500 ans, illustre l'ingéniosité et la planification méticuleuse des anciens Égyptiens dans l'acheminement des matériaux et la logistique de construction de ces monuments grandioses. D'après les recherches approfondies de l'archéologue renommé Mark Lehner, directeur d'Ancient Egypt Research Associates, des découvertes significatives à Gizeh et dans la ville de Kent-Kawes suggèrent que Gizeh était autrefois un port florissant. Lehner et son équipe ont mis au jour des preuves concrètes de l'importance commerciale et stratégique de Gizeh dans l'Antiquité. Parmi ces indices, des restes de bois exotiques tels que le cèdre, le genévrier, le pin et le chêne ont été trouvés. Ces arbres, originaires du Levant, une région de la Méditerranée orientale, témoignent de contacts étendus et de commerce avec cette zone. En outre, la découverte de plus de 50 jarres en céramique peignée, un style distinctif de poterie caractéristique du Levant, renforce l'idée que Gizeh était un carrefour d'échanges culturels et commerciaux. Cela s'ajoute à la connaissance établie que d'importantes quantités de granit d'Assouan, extraites à la frontière sud de l'Égypte ancienne, ont été transportées à Gizeh, probablement via le Nil, jusqu'au port de la ville. Selon Lehner, Gizeh a joué un rôle central comme port durant les règnes de 3 pharaons, Khéops, Khéphren et Mykérinos,
qui ont tous construit leurs pyramides emblématiques sur ce site. Ces pharaons, ayant régné sur 3 générations successives, ont marqué l'apogée de la période de construction des pyramides à Gizeh, faisant de la ville un centre d'activité intense, un carrefour d'échanges et un point névralgique de l'Égypte ancienne. Une structure urbaine, sous les sables de Gizeh. Le Sphinx et les majestueuses pyramides de Gizeh ne sont que les joyaux émergés d'un trésor caché bien plus vaste. Selon de multiples sources, tant historiques que contemporaines, un monde fascinant se dissimulerait sous le plateau de Gizeh et les anciennes rues du Caire. Ce labyrinthe souterrain, un réseau complexe de passages secrets, de conduits, de salles, de cavernes naturelles et même de lacs souterrains, abriterait une métropole perdue, témoignage d'une civilisation aux connaissances avancées. Dans cette cité ensevelie, on soupçonne l'existence d'artefacts d'une sophistication extraordinaire, révélant un niveau de technologie et de savoir-faire bien au-delà de ce que nous associons généralement à l'Égypte ancienne. Cette information, largement diffusée par les médias jusqu'à l'année 1935, a été progressivement occultée du grand public, soustraite au regard curieux par les autorités archéologiques. Cette théorie, alimentant l'imaginaire collectif, continue de susciter fascination et débat dans les cercles d'égyptologues et d'amateurs d'histoires mystérieuses. Il est crucial de reconnaître l'étendue et la complexité du réseau de galeries souterraines, situé sous le plateau des pyramides de Gizeh. Ce dédale obscur et méconnu recèle bien plus que de simples couloirs. Il abrite des salles équipées, vestiges d'une ère révolue, où se sont déployés les enseignements fondamentaux de l'école des mystères de l'Égypte antique. Les activités et rituels qui se sont déroulés sous ces sables millénaires restent largement ignorés par les manuels d'histoire contemporains. Pourtant, les fouilles et découvertes archéologiques réalisées lors des 90 dernières années viennent confirmer l'existence de ces structures souterraines et leur importance historique. Ces vestiges souterrains offrent une fenêtre unique sur les pratiques ésotériques et les connaissances cachées d'anciens Égyptiens, témoignant d'une dimension de leur civilisation qui reste encore à explorer et à comprendre pleinement. Situé à une courte distance de Memphis, le district de l'Oasis Fayoum se distingue comme un site d'une rare richesse historique et culturelle. Cette vallée fertile était jadis le théâtre des loisirs des pharaons. Le lac Moéris, aujourd'hui disparu, bordait l'Oasis Fayoum. Sur ses rives se dressait le célèbre labyrinthe, un bijou architectural décrit par l'historien grec Hérodote comme une infinie merveille. Le labyrinthe, selon ses descriptions, était un complexe monumental comprenant pas moins de 1500 pièces et un nombre équivalent de salles cachées, un monde souterrain que même Hérodote n'eut pas l'occasion de visiter entièrement. Les prêtres égyptiens décrivaient ces passages comme déroutants et intriqués, conçus pour protéger les précieux manuscrits qu'ils abritaient. Hérodote lui-même, ébloui par ce qu'il voyait, parlait de labyrinthe avec une crainte révérentielle, évoquant 12 palais magnifiquement conçus, des cours ornées de terrasses et entourées de colonnades en marbre blanc. À proximité de ce labyrinthe s'élevait une pyramide de 80 mètres, ornée de portraits sculptés et accessible par un passage souterrain. Selon certaines sources, ce réseau souterrain connectait le labyrinthe aux pyramides de Memphis, les actuelles pyramides de Gizeh.
Cette théorie est appuyée par de nombreux auteurs antiques qui confirment l'existence de ces passages souterrains et remettent en question la version traditionnelle de l'histoire égyptienne. Crantor, un philosophe grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, décrivait des piliers souterrains en Égypte, gravés de récits relatant les époques préhistoriques. Ces inscriptions, sculptées dans la pierre, évoquaient également des passages secrets reliant les pyramides. Dans son œuvre majeure sur les mystères de l'Antiquité, en particulier ceux d'Égypte, de Chaldée et d'Assyrie, Jamblique, un philosophe syrien du IVe siècle et figure emblématique de l'école d'Alexandrie en matière de mysticisme et de philosophie, a fait écho à ces observations. Il décrit en détail l'entrée secrète de la Grande Pyramide, dissimulée sous le sphinx colossal. Cette entrée, aujourd'hui enfouie sous des monticules de sable et de débris, se situerait entre les pattes avant de la gigantesque statue. Jadis scellée par une grille en bronze, son ouverture ne pouvait être actionnée que par les mages connaissant son mécanisme secret. Cette porte était gardée non seulement par la vénération du peuple, mais encore par une aura de terreur sacrée, une malédiction qui assurait sa protection bien plus efficacement que n'importe quelle garde armée. À l'intérieur du sphinx, des galeries labyrinthiques menaient vers les profondeurs de la Grande Pyramide. Ces couloirs, conçus avec une ingéniosité remarquable, s'entrecroisaient de manière si complexe que tout intrus sans guide se retrouvait inévitablement à son point de départ. Parallèlement, les anciens cylindres sumériens scellés dépeignent une histoire fascinante, évoquant l'existence d'un sanctuaire caché des Anunnaki. Décrit comme un lieu souterrain accessible par un tunnel dissimulé sous les sables. Ce lieu était gardé par une entité nommée Huwana, décrite dans ces textes comme possédant des dents comparables à celles d'un dragon et une face rappelant celle d'un lion. Ces passages de textes sumériens, bien que fragmentaires, offrent un aperçu intrigant. Huwana, incapable de se déplacer en avant ou en arrière, devait être escaladé par l'arrière pour libérer le passage vers la demeure secrète des Anunnaki. Cette description énigmatique pourrait bien correspondre au sphinx de Gizeh. Si l'on considère que cette imposante structure était destinée à protéger ou à sceller des entrées vers des escaliers et des passages souterrains menant à des chambres cachées sous et autour de lui, le symbolisme serait d'une pertinence extraordinaire. Ceci renforce l'idée que le sphinx n'était pas uniquement une œuvre d'art monumentale, mais également un gardien de secrets enfouis. Un lien tangible entre les mythes sumériens et les réalisations architecturales de l'Égypte antique. Ammianus Marcellinus, un historien latin du IVe siècle, apporta des contributions notables à notre compréhension des mystères de l'Égypte antique. Selon ses recherches, il existait des caveaux souterrains étendus qui semblaient conduire à l'intérieur même de la Grande Pyramide. Ces passages secrets, ancrés dans les profondeurs de la terre, auraient abrité des inscriptions anciennes, gravées sur les parois de certaines galeries. Les anciens croyaient que ces inscriptions étaient d'une importance capitale, représentant une forme de sagesse ancestrale. Ammianus Marcellinus rapporta que ces passages souterrains avaient été intentionnellement construits dans les ténèbres les plus profondes.
Leur objectif n'était pas uniquement de protéger ces écrits sacrés, mais également d'assurer la pérennité de cette connaissance en cas d'inondation catastrophique, qui aurait autrement pu engloutir et perdre à jamais ces précieux vestiges de l'histoire ancienne. La tradition orale arabe du XIXe siècle, riche en contes et légendes, évoquait l'existence de chambres souterraines mystérieuses sous le Sphinx, abritant des trésors ou des artefacts dotés de pouvoirs magiques. Cette croyance trouve un écho dans les écrits de l'historien romain du 1er siècle, Pline l'Ancien. Selon lui, enfoui sous le Sphinx, se cacherait la sépulture d'un dirigeant nommé Harmakis, renfermant un trésor considérable. Cette légende est d'autant plus fascinante que le Sphinx lui-même était anciennement désigné sous le nom de le Grand Sphinx Harmakis, qui veille depuis l'ère des descendants d'Horus. Cette appellation suggère un lien profond entre le Sphinx et la figure mystique d'Harmakis, peut-être même indiquant que le Sphinx était perçu en même temps comme une sculpture monumentale et comme un gardien de secrets antiques, un protecteur de richesses cachées et de connaissances perdues. Dans un manuscrit conservé au British Museum, rédigé par Al-Telemsani, un écrivain arabe, est relatée une découverte intrigante liée à la Grande Pyramide. Le document mentionne un passage souterrain, de forme carrée, reliant la pyramide au Nil et bloqué, côté fleuve, par un objet non identifié et qualifié d'étrange. Cette histoire se déroule à l'époque d'Ahmed Ben Touloun, un notable dirigeant qui régna au IXe siècle. Il fut le fondateur de la dynastie des Toulounides en Égypte et un bâtisseur infatigable, laissant derrière lui des chefs-d'œuvre architecturaux, notamment la mosquée de renom Ibn Touloun au Caire. Son règne est marqué par un grand intérêt pour les arts et les sciences, ainsi que par une curiosité insatiable pour les mystères de l'Égypte antique. Selon le récit d'Al-Telemsani, un groupe explorant la Grande Pyramide à l'époque de Ben Touloun trouva, dans une salle latérale, une coupe aux propriétés étonnantes, unique en couleur et en texture. Lors de leur sortie, ils perdirent un membre de leur groupe. Quand ils tentèrent de le retrouver, l'homme, apparu nu, les dissuada de le suivre et disparut mystérieusement dans la pyramide, laissant supposer qu'il avait été victime d'un sortilège. Informé de ces événements étranges, Ahmed Ben Touloun manifesta le désir de voir cette coupe en verre. Lors d'une expérience, la coupe, d'abord pesée pleine, puis vide, révéla un phénomène surprenant. Elle gardait le même poids, qu'elle soit remplie d'eau ou non. Cette anecdote, si elle se révèle exacte, suggère l'existence d'une science avancée et méconnue à Gizeh, dépassant les connaissances de l'époque de Ben Touloun et défiant même notre compréhension moderne. Al-Masoudi, un éminent historien et géographe arabe du Xe siècle, est connu pour ses récits détaillés et ses explorations approfondies des cultures et des peuples de son époque. Dans ses écrits, il aborde divers sujets, allant de la géographie et de l'histoire à la science et la culture, faisant de lui une source précieuse d'informations sur le monde médiéval. Selon Al-Masoudi, la Grande Pyramide cachait sous ses fondations des statues mécaniques d'une technologie stupéfiante, semblables à des automates et qui rappellent, par leur description, les robots modernes que l'on retrouve dans des œuvres de science-fiction comme La Guerre des étoiles. Ces statues, vieilles de 1000 ans au temps d'Al-Masoudi, étaient, selon lui, programmées pour détecter l'intolérance
et ne laisser passer que les individus jugés dignes. Ces gardiens mécaniques, d'après son récit, auraient été chargés de protéger les manuscrits et les connaissances en art et en sciences, conservés précieusement dans ces souterrains, pour servir de mémoire aux générations futures capables de les comprendre. Al-Masudi, dans un aveu fascinant, révèle avoir été témoin de phénomènes inexpliqués et extraordinaires lors de ses visites des salles souterraines, des choses qu'il hésitait à décrire de peur que sa santé mentale ne soit mise en doute. Cependant, il insiste sur le fait qu'il a bien vu ces merveilles. Cette déclaration d'Al-Masudi ouvre la porte à l'imaginaire et laisse envisager la possibilité que des secrets anciens, cachés sous la Grande Pyramide, aient été révélés à certains individus dignes au fil des siècles. Mouterdi, un autre écrivain du même siècle, dont les travaux sont moins connus que ceux de ses contemporains comme Al-Masudi, a laissé des descriptions fascinantes de ses observations et expériences en Égypte. Ses écrits, bien que moins célèbres, offrent un aperçu précieux des croyances et des légendes de son époque. Dans l'un de ses récits, Mouterdi relate un incident survenu sous le sol de Gizeh, un événement aussi mystérieux qu'effrayant. Il décrit comment un groupe explorant un passage souterrain étroit a été témoin d'une scène horrifiante. L'un de leurs membres a été tragiquement tué par une porte de pierre qui se serait fermée brusquement et de manière inattendue. Selon son récit, cette porte se serait déplacée de façon autonome, bloquant ainsi le passage et piégeant le groupe à l'intérieur. Cet événement, tel qu'il a été décrit par Mouterdi, illustre la nature dangereuse et imprévisible des souterrains de Gizeh, renforçant les légendes sur les pièges et les mécanismes de défense cachés qui protégeraient les secrets enfouis de la civilisation égyptienne antique. Ces récits contribuent à alimenter l'imaginaire collectif sur les mystères non résolus de l'Égypte ancienne et sur les dangers que pourraient rencontrer ceux qui osent explorer ces profondeurs. Hérodote, le célèbre historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, rapporte dans ses écrits des récits fascinants transmis par les prêtres égyptiens. Selon lui, ces derniers lui auraient parlé d'une tradition ancienne concernant la construction de salles souterraines par les fondateurs originels de la ville de Memphis. Ces déclarations sont étayées par d'anciennes inscriptions suggérant l'existence d'un vaste réseau de grandes salles sous la surface du plateau entourant le Sphinx et les pyramides. Cette théorie historique a reçu une validation surprenante en 1993, lorsqu'une vaste cavité a été détectée grâce à une surveillance sismique effectuée sur le site. Cette découverte a été rendue publique dans un documentaire intitulé « Le mystère du Sphinx », diffusé sur NBC fin 2003 et visionné par 30 millions de téléspectateurs. Ce documentaire a mis en lumière non seulement la découverte de la cavité, mais encore le potentiel de découvrir des secrets anciens enfouis sous les sables égyptiens, longtemps restés des spéculations, mais jamais confirmés jusqu'alors. La présence de salles souterraines sous le Sphinx de Gizeh est un fait historiquement reconnu, suscitant l'intérêt des archéologues et des passionnés de mystères anciens. En 1994, les autorités égyptiennes ont fait une annonce captivante concernant une découverte sur ce site historique, révélée dans un article de presse intitulé
mystérieux tunnel dans le Sphinx. Lors de travaux de restauration du Sphinx ailé, des ouvriers ont mis au jour un passage secret datant de l'Antiquité, s'enfonçant dans les profondeurs du célèbre monument. Zahi Hawass, alors directeur des Antiquités de Gizeh, a confirmé l'ancienneté indéniable de ce tunnel. Cependant, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Qui a construit ce passage? Dans quel but? Et surtout, où conduit-il? Malgré l'immense potentiel de cette découverte, Zahi Hawass a exprimé sa réticence à déplacer les pierres obstruant l'accès, laissant le mystère du tunnel intact. En 1935, la compréhension des écoles des mystères de l'Égypte ancienne a été considérablement approfondie par une série de découvertes exceptionnelles. Ces trouvailles ont révélé l'existence de réseaux de souterrains et de salles cachés sous le plateau des pyramides de Gizeh. Ce complexe, composé du Sphinx et de la Grande Pyramide, semblait faire partie d'une construction délibérée, formant une structure cohérente et interconnectée, tant en surface qu'en souterrain. Ces dernières années, l'emploi de technologies avancées telles que des sismographes sophistiqués et des radars à pénétration de sol, Ground Penetrating Radar, GPR, a confirmé l'existence de ces structures souterraines. L'Égypte, utilisant également des satellites de pointe, a réussi à identifier des cités enfouies sous le sol à Gizeh et dans d'autres régions. Le nouveau système de télédétection, mis en place début 1998, a permis de localiser avec précision 27 sites archéologiques inexplorés, répartis sur 5 zones distinctes. Parmi eux, 9 se trouvent sur la rive est de Luxor, tandis que les autres sont situés à Gizeh, Abu Rawash, Saqqara et Dahchour. Les images satellitaires du secteur de Gizeh révèlent une complexité impressionnante. Un enchevêtrement de tunnels et de salles formant un réseau complexe, s'entrecroisant et se contorsionnant à travers le plateau. Grâce à cette étude spatiale approfondie, les égyptologues peuvent maintenant identifier l'emplacement d'un site majeur, localiser son entrée et estimer la taille des salles avant même de commencer les fouilles. 3 lieux particulièrement intrigants ont été mis en évidence. Un site dans le désert, à quelques centaines de mètres à l'ouest-sud-ouest de l'emplacement original de la pyramide noire, ou la pyramide d'Amenemhat III, actuellement entourée d'une enceinte en béton haute de 7 mètres, couvrant 8 km². L'ancienne grande route reliant le temple de Luxor à Karnak. Et le chemin d'Horus, traversant le nord du Sinaï. Ces découvertes ouvrent des perspectives passionnantes pour l'exploration future et la compréhension des mystères de l'Égypte ancienne. La tombe du visiteur ou le projet Isis. Le documentaire intitulé « Les archives secrètes du KGB » plonge dans les profondeurs du projet Isis, une initiative audacieuse lancée par l'URSS dans les années 1960. Disponible exclusivement en anglais, ce documentaire vaut néanmoins la peine d'être visionné, même pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue. Vous trouverez le lien pour le visionner dans la description. L'objectif de ce projet était d'explorer la grande pyramide de Khéops en Égypte, afin de localiser la légendaire chambre des connaissances. Cette quête, motivée par des intérêts militaires, a conduit à des découvertes sensationnelles et controversées.
Selon le documentaire, les agents du KGB ont mis au jour un tombeau ancien dissimulé dans les entrailles de la pyramide. Ce tombeau renfermait, d'après les affirmations, les restes d'une créature extraterrestre, estimée avoir vécu 10 000 ans avant Jésus-Christ. En plus de cette découverte extraordinaire, divers artefacts, dont la nature et l'origine demeurent enveloppés de mystères, auraient également été découverts. Ce récit captivant, mêlant histoire, archéologie et théorie du complot, offre une perspective fascinante sur les efforts de l'URSS pour percer les secrets de l'une des plus grandes merveilles du monde antique. Le documentaire explore non seulement les aspects historiques et archéologiques de la Grande Pyramide, mais soulève de plus des questions sur la frontière entre la mythologie et la réalité, la science et le fantastique. Selon une légende fascinante, une chambre mystérieuse en Égypte, connue sous le nom de Maqbarat al-Zohar, ou la tombe du visiteur, serait le gardien de la sagesse d'un dieu venu des étoiles. Osiris, le premier pharaon mythique, mort et revenu à la vie, époux d'Isis, aurait été un être d'origine extraterrestre qui guida l'humanité vers la civilisation. Sa dépouille aurait été momifiée et cachée dans un lieu secret. Depuis l'an 820 après Jésus-Christ, des explorateurs, attirés par ces récits mystiques, ont rêvé de découvrir cette chambre des connaissances. Le cheikh Abdullah al-Mamoun, l'un des premiers à pénétrer dans la Grande Pyramide, était guidé par la légende d'archives cachées révélant le passé et l'avenir de l'humanité. Poussé par des histoires de trésors, il motiva ses hommes à explorer les sombres corridors de la pyramide. Mais, lorsqu'ils atteignirent la chambre du roi, tout ce qu'ils y trouvèrent fut un sarcophage vide, laissant la légende intacte et le mystère non résolu. L'hypothèse qu'une chambre secrète, renfermant l'ancienne sagesse, puisse être dissimulée sous la grande pyramide de Gizeh, fascine depuis longtemps historiens et chercheurs. Cette théorie, qui a suscité d'innombrables spéculations, suggère l'existence de passages souterrains reliant la grande pyramide au Sphinx, une idée prise très au sérieux par les scientifiques russes de l'époque. Des études sismiques récentes renforcent cette hypothèse en révélant la présence d'une structure souterraine, semblable à une caverne ou une chambre, localisée sous le Sphinx. Cette découverte, mise en lumière dans le Nexus numéro 33, a ravivé le débat autour de la légendaire chambre des connaissances. Josh Kazin, un éminent spécialiste des pyramides anciennes, émet l'hypothèse que cette chambre pourrait être un dépôt de savoir, potentiellement laissé par des civilisations anciennes ou des visiteurs lointains. Selon cette théorie, la chambre servirait de bibliothèque ou d'archive contenant des connaissances cruciales sur le passé de l'humanité, peut-être même des informations sur les origines de la civilisation égyptienne elle-même. Le projet Isis, né de cette fascinante histoire, était une des missions confidentielles initiées par le KGB dans les années 1960. L'objectif principal de ce projet était de découvrir des savoirs avancés pour des applications militaires. Les recherches du KGB incluaient notamment des études sur les ovnis, dans l'espoir de comprendre et d'adopter leur technologie de propulsion pour améliorer l'armement aérien soviétique. Viktor Ivanovitch Belenko, astrophysicien et neurologue russe, conseiller du Kremlin, a eu accès à des documents confidentiels du projet Isis. Il partagea ses découvertes dans un livre intitulé «
Projet Isis. Le KGB découvre la tombe du visiteur. L'équipe de recherche était composée d'égyptologues de l'Académie des sciences soviétiques, notamment Hermann Alexeyev, affilié à un institut lié au musée de l'Ermitage, ainsi que d'experts militaires spécialisés dans les domaines de la radioactivité et de la guerre chimique. Des astronomes, dont Yuri Vladimir, qui avait également des compétences en archéologie, faisaient aussi partie de l'équipe. Sami Sharaf, secrétaire du président égyptien Gamal Abdel Nasser et ministre des Affaires présidentielles par la suite, aurait été impliqué dans le projet. Il aurait partagé des informations sur des écoutes téléphoniques concernant la découverte par des bédouins de la Maqbarat al-Zohar, une ancienne tombe dite du visiteur. Boris Timoyev, biologiste moléculaire, a effectué des analyses au carbone 14 sur des échantillons prélevés dans cette tombe, datant ainsi la découverte. À environ 10 000 ans avant notre ère, période correspondant à l'Égypte prédynastique. Cette découverte révolutionnaire soulève des questions sur les origines de la civilisation égyptienne et la présence possible d'influences extérieures, peut-être même extraterrestres. Cette trouvaille, si elle est authentique, serait l'une des plus révolutionnaires de l'histoire humaine. De plus, une salle située sous le tombeau aurait été identifiée par des archéologues comme la mythique chambre secrète des connaissances. Selon les dires, les Soviétiques auraient réussi à accéder au tombeau. Pourtant, cette entreprise aurait été marquée par des événements tragiques. Plusieurs membres de l'équipe seraient décédés dans des circonstances mystérieuses. Ceux qui survécurent auraient extrait le corps de l'extraterrestre ainsi que divers artefacts trouvés à ses côtés. Dans un revirement surprenant, le Kremlin a alors ordonné l'arrêt immédiat des fouilles et le scellement du tombeau. Toute la documentation liée à cette affaire aurait été détruite et aucun détail n'aurait été divulgué au public. Ainsi, en 1981, le projet Isis s'acheva dans le silence et le mystère, laissant derrière lui plus de questions que de réponses sur ce qui aurait pu être une des plus grandes découvertes de l'humanité. Le 28 novembre 2010, lors d'une conférence qui a retenu l'attention du monde entier, le docteur Ala Shahin, chef du département archéologique de l'Université du Caire, a lancé une déclaration sensationnelle. Devant un auditoire captivé, il a évoqué l'hypothèse selon laquelle des extraterrestres auraient pu aider les anciens Égyptiens dans la construction de leurs monuments les plus emblématiques, notamment les pyramides de Gizeh. Cette assertion a été faite en réponse à une question posée par Marek Nowak, un délégué polonais, qui s'interrogeait sur la possibilité que la pyramide de Gizeh puisse renfermer une technologie extraterrestre, voire même un ovni. La réponse du docteur Shahin, bien que prudente et évasive, a semé le trouble. Je ne peux ni confirmer ni infirmer, mais il se pourrait que quelque chose à l'intérieur de la pyramide ne soit pas de ce monde. Cette déclaration a provoqué un choc parmi les délégués présents à la conférence sur l'architecture égyptienne antique. Cependant, le docteur Shahin n'a pas souhaité s'étendre davantage sur ses propos, laissant derrière lui un voile de mystère sur les possibles liens entre les pyramides et des civilisations extraterrestres. Son commentaire a ouvert la porte à d'intenses spéculations et débats, attisant la curiosité de ceux fascinés par l'histoire ancienne et les hypothèses extraterrestres. Annonce, découverte et démentie.
Dans les cercles des mystiques et des membres d'anciennes écoles de mystères égyptiennes, la grande pyramide de Gizeh était vénérée pour ses significations multiples et profondes. Bien avant que l'accès à la pyramide ne soit pas officiellement réalisé en l'an 820, ces écoles ésotériques de l'Égypte pré-chrétienne affirmaient connaître en détail la configuration interne de la structure. Elles soutenaient fermement que la Grande Pyramide n'avait jamais été conçue comme un tombeau ou une chambre funéraire, à l'exception d'une salle destinée à l'inhumation symbolique, élément central de leur rituel initiatique. Selon ces traditions mystiques, l'accès à l'intérieur de la pyramide se faisait graduellement, à travers divers niveaux d'initiation, et impliquait la traversée de passages souterrains. Chaque étape du parcours initiatique conduisait à une salle différente, le niveau d'initiation le plus élevé étant symbolisé par la salle que nous appelons aujourd'hui la chambre du roi. Avec le temps, les découvertes archéologiques ont commencé à corroborer ces traditions anciennes. En 1935, il a été confirmé que des connexions souterraines existaient effectivement entre le Sphinx et la Grande Pyramide, ainsi qu'entre le Sphinx et l'antique temple situé à son côté sud, aujourd'hui connu sous le nom de Temple du Sphinx. La même année, 1935, les travaux méticuleux de déblaiement menés par Émile Barèze, qui durèrent 11 ans, ont abouti à des découvertes remarquables sous les sables de Gizeh. Émile Barèze, un archéologue français, était réputé pour ses méthodes rigoureuses et son attention aux détails dans la préservation des sites antiques. Ces efforts ont permis de révéler des aspects jusque-là inconnus du plateau de Gizeh. Dans le sillage de ces travaux, un article de presse rédigé par Hamilton M. Wright a attiré l'attention sur une découverte exceptionnelle, aujourd'hui encore sujette à débat. Les photographies qui accompagnaient l'article provenaient du docteur Selim Hassan, directeur de l'équipe de recherche scientifique de l'Université du Caire et éminent égyptologue de son temps, montraient un passage souterrain, utilisé il y a environ 5000 ans par les anciens Égyptiens. Ce passage se situerait sous la chaussée reliant la deuxième pyramide au Sphinx et également sous celle qui va de la pyramide de Khéops à celle de Khéphren. À partir de ce tunnel, l'équipe de Selim Hassan a découvert une série de puits menant à des salles et des chambres latérales, situées à approximativement 38 mètres sous terre. Ces structures souterraines, révélées lors des fouilles, pourraient fournir de précieuses informations sur l'architecture et les pratiques funéraires de l'Égypte ancienne. Au même moment où les travaux d'Émile Barèze et de Selim Hassan révélaient des secrets enfouis du plateau de Gizeh, les médias internationaux commençaient à publier des détails supplémentaires sur ces découvertes. Parmi elles, le complexe de connexions souterraines. Ces structures, datant de plusieurs millénaires, reliaient originellement la Grande Pyramide au Temple des Hommes solaires. Le Temple des Hommes solaires, moins connu que d'autres structures de Gizeh, est une partie importante du complexe pyramidal. Ce temple, dont l'existence et la fonction restent partiellement énigmatiques, est souvent associé aux rites et aux connaissances solaires dans la culture égyptienne ancienne. Il symbolisait le lien entre les pharaons et la divinité solaire, consolidant leur rôle de médiateur entre les dieux et les hommes. Le réseau souterrain, avec ses salles adjacentes, était une prouesse architecturale creusée dans le substratum rocheux.
Cette réalisation est d'autant plus remarquable qu'elle remonte à des millénaires, témoignant des compétences avancées des bâtisseurs de l'époque. De plus, des bulletins de presse ont décrit la découverte d'un passage souterrain reliant le temple des hommes solaires, situé sur le plateau, au temple du Sphinx dans la vallée. Ce passage, dégagé quelques années avant la publication de ces articles, ajoute un élément fascinant à l'histoire des salles souterraines de Gizeh. Ces découvertes ont conduit le docteur Selim Hassan et d'autres à croire et à affirmer publiquement que le Sphinx, bien que restant une des grandes énigmes de l'histoire, faisait vraisemblablement partie d'un grand projet architectural, conçu et exécuté en parallèle avec l'érection de la Grande Pyramide. Au même moment où les fouilles révélaient des secrets du plateau de Gizeh, les archéologues firent une autre découverte majeure près du Sphinx et de la pyramide de Képhren. Ils ont mis au jour 4 puits verticaux massifs, chacun mesurant environ 3 mètres carrés, s'enfonçant directement dans le calcaire. Ces puits sont connus sous le nom de tombeaux de Campbell, sur les cartes maçonniques et rosicruciennes. Ce complexe, le tombeau de Campbell, fait référence à une structure souterraine identifiée sur des cartes anciennes et ésotériques, souvent associées aux traditions maçonniques et rosicruciennes. Ces 2 mouvements, connus pour leur intérêt pour la symbolique et les mystères anciens, intégraient fréquemment des éléments de l'architecture et des sites égyptiens dans leurs représentations cartographiques, les imbriquant dans un contexte de tradition mystique et de connaissances cachées. Le docteur Selim Hassan, responsable des fouilles, a décrit le complexe comme se terminant par une cour fermée, au centre de laquelle une autre descente menait à une salle flanquée de 7 chambres. Certaines de ces chambres contenaient d'énormes sarcophages de basalte et de granit, scellés, mesurant jusqu'à 6 mètres de haut. Durant ces fouilles, une 3e cheminée verticale fut découverte dans l'une des 7 chambres, conduisant à une chambre plus profonde. Lors de cette découverte, la chambre était partiellement inondée, recouvrant un sarcophage blanc unique. Cette chambre fut baptisée « Tombeau d'Osiris » et fut présentée dans un documentaire télévisé en mars 1999 comme étant ouverte pour la première fois. La réalité est que la chambre a été ouverte des années plus tôt. Lors de son exploration en 1935, le docteur Hassan espérait trouver des monuments importants après avoir pompé l'eau. La profondeur totale de cette série de puits et chambres atteignait plus de 40 mètres. Lors du déblaiement de la partie sud du souterrain, une tête de statue d'une finesse remarquable fut trouvée, dont les détails rendaient le visage très expressif, ajoutant une nouvelle couche de mystère à ce site déjà fascinant. D'après un article de l'époque, une découverte remarquable avait été faite. Un buste exquis de la reine Néfertiti, décrit comme un bel exemple d'un style artistique rare apparu sous le règne d'Amenhotep. Cette pièce, qualifiée d'admirable, est aujourd'hui énigmatiquement disparue, et son emplacement actuel reste un mystère. L'article mentionnait également d'autres salles et chambres souterraines, toutes interconnectées par des passages secrets richement décorés. Le docteur Selim Hassan, à la tête des fouilles, a révélé non seulement l'existence de cours intérieures ou extérieures, mais encore d'une salle qu'il nomma « chapelle de l'offrande ».
sculpté dans un imposant rocher situé entre le tombeau de Campbell et la Grande Pyramide. Au centre de cette chapelle se dressaient 3 piliers verticaux formant un triangle, élément d'une haute importance archéologique. Ces piliers pourraient être liés à des récits bibliques, suggérant que l'auteur originel de la Torah, Ezra, 397 avant Jésus-Christ, connaissait l'agencement souterrain de Gizeh. Ce motif triangulaire aurait pu influencer le design des autels centraux dans les loges maçonniques. De plus, Flavius Joseph, dans son œuvre Antiquité des Juifs au 1er siècle, mentionne qu'Enoch, une figure de l'Ancien Testament, avait construit un temple souterrain composé de 9 salles. Dans un caveau profond, au sein d'une de ces salles dotée de 3 colonnes, Enoch aurait placé un lingot d'or triangulaire portant le nom sacré de Dieu. La description de ces salles souterraines par Joseph est étonnamment semblable à celle de la chapelle de l'Offrande, découverte sous le sable, à l'est de la Grande Pyramide. Au cœur du plateau de Gizeh, plus proche de la Grande Pyramide, une antichambre remarquable a été découverte, ressemblant à une chambre funéraire, mais identifiée sans l'ombre d'un doute comme un lieu d'initiation et de réception. Située à l'extrémité supérieure d'un passage en pente, taillé profondément dans la roche sur la face nord-ouest de la chapelle de l'Offrande, cette salle contenait un sarcophage impressionnant de près, de 3,65 mètres de long, fabriqué en calcaire blanc de Tura. L'intérieur de la chambre était également orné de récipients délicats en albâtre. Les murs de cette salle étaient magnifiquement sculptés, avec des reliefs, des inscriptions et des emblèmes, notamment la fleur de lotus, un symbole récurrent dans l'art égyptien. Cette découverte offre un parallèle frappant avec les trouvailles de Sir William Petrie en 1904, dans l'atelier du temple situé au sommet du mont Sinaï. Sir William Matthew Flinders Petrie était un éminent archéologue et égyptologue britannique, connu pour ses méthodes de travail révolutionnaires et ses nombreuses découvertes importantes. En 1904, il a mené des fouilles dans un atelier de temple situé au sommet du mont Sinaï, aussi connu sous le nom de Horeb, un site biblique majeur. Là, il a découvert des objets et des artefacts qui ont apporté un éclairage précieux sur les pratiques religieuses et artistiques de l'époque. La comparaison entre les trouvailles de la salle près de la Grande Pyramide et celle de Petrie au mont Sinaï montre une continuité ou une influence commune dans les motifs artistiques et religieux, soulignant la richesse et la complexité de l'art et de la culture de l'Égypte ancienne. Ces liens culturels et artistiques à travers différents sites et périodes sont essentiels pour comprendre la civilisation égyptienne dans son ensemble. Outre cette chambre, d'autres pièces souterraines ont été découvertes, y compris des salles, des temples et des couloirs. Certains de ces espaces comportaient des colonnes de soutien rondes et d'autres étaient ornés de sculptures murales représentant des déesses vêtues de manière élaborée. Le rapport du docteur Selim Hassan a également détaillé d'autres portraits gravés avec finesse et de nombreuses frises aux couleurs splendides. Bien que des photos aient été prises, l'emplacement actuel de ces artefacts reste un mystère. Selon certaines rumeurs, ils auraient été clandestinement sortis d'Égypte par des collectionneurs privés. Ces informations
ne représente qu'une partie du rapport complet du docteur Selim Hassan, publié en 1944 par la presse gouvernementale au Caire sous le titre « Fouilles à Gizeh » en 10 volumes. Cependant, ce rapport ne couvre qu'une fraction des édifices présents sous le sol des pyramides. Lors de fouilles récentes sur le plateau de Gizeh, les archéologues ont fait une découverte stupéfiante. Une cité souterraine organisée avec une précision remarquable, surpassant en sophistication de nombreux équipements modernes. Cette cité, dotée d'un système de drainage hydraulique perfectionné et de voies navigables souterraines, contenait des temples, des scènes pastorales peintes au pastel, des ateliers, des étables et un palais. L'emplacement de cette cité, longtemps tenu secret, a récemment été révélé à un petit groupe autorisé à explorer et filmer la cité. Située au cœur d'un vaste réseau de cavernes naturelles sous le plateau de Gizeh et s'étendant sous le Caire, l'accès principal se fait par un escalier taillé dans la roche à l'intérieur du Sphinx, descendant jusqu'à une caverne sous le lit du Nil. Lors de l'expédition, des équipements tels que des groupes électrogènes et des radeaux pneumatiques ont été utilisés pour naviguer le long d'une rivière souterraine menant à un lac d'1 kilomètre de large. Sur les rives de ce lac, la cité était éclairée par de grandes sphères de cristal fixées aux murs et au plafond des cavernes. Une autre entrée fut découverte menant aux fondations de l'église copte du Vieux-Caire. Selon les récits d'habitants vivant sous terre, mentionnés dans les livres de la Genèse, d'Acher et d'Hénoch, cette cité pourrait être l'ancienne Gilgal. Gilgal, ou Gilgal, est un terme qui apparaît dans plusieurs textes anciens, y compris des écrits bibliques, mais son interprétation et son emplacement exact restent sujets à débat. Dans la Bible, par exemple, Gilgal est mentionné comme un lieu important dans l'histoire des Israélites, notamment comme le premier campement des Israélites après avoir traversé le Jourdain en entrant dans la terre promise. Cependant, l'emplacement précis de Gilgal n'est pas clairement identifié, et il existe plusieurs théories sur son emplacement géographique. Dans les contextes ésotériques ou alternatifs, Gilgal est parfois interprété comme un site de signification occulte ou mystique, éventuellement lié à des connaissances ou à des événements anciens non documentés dans l'histoire officielle. L'idée que la cité souterraine découverte sous le plateau de Gizeh puisse être l'ancienne Gilgal suggère un lien avec ces traditions ou croyances mystiques, et peut-être avec des récits ou des légendes anciennes. Un court-métrage intitulé « Chambers of the Deep » Salle des profondeurs a été réalisé sur cette expédition, bien que sa diffusion publique ait été différée pour des raisons inconnues. Parmi les objets trouvés, une sphère en cristal multifacette, de la taille d'une balle de baseball, attira l'attention lors d'une conférence en Australie. À l'intérieur de cette sphère solide, des hiéroglyphes semblaient lentement tourner, comme les pages d'un livre, à la demande mentale de celui qui la tenait. Cet objet, révélant une technologie inconnue, a été envoyé à la NASA pour analyse. Ces découvertes, ainsi que celles faites en 1964 en Cappadoce où plus de 30 immenses cités souterraines furent trouvées, prouvent l'existence de mondes souterrains complexes et étendus sous la croûte terrestre. Les fouilles de Gizeh ont non seulement révélé des passages, temples, sarcophages et une cité souterraine, mais aussi confirmé l'existence de passages reliant le Sphinx aux pyramides, suggérant un design complexe et intentionnel du complexe dans son ensemble.
les découvertes du docteur Selim Hassan et les avancées de la surveillance spatiale moderne ont apporté une crédibilité considérable aux récits et traditions d'anciennes écoles de mystère d'Égypte, qui prétendaient détenir des connaissances secrètes sur le plateau de Gizeh. Cependant, l'aspect le plus intrigant de ces découvertes souterraines à Gizeh reste le démenti constant de leur existence par les autorités égyptiennes et les institutions académiques. Ce scepticisme institutionnel fut si prononcé qu'il a mené le public à douter de la véracité des affirmations des écoles de mystère, les considérant comme des fabulations destinées à mystifier les touristes. Cette attitude de déni fut incarnée par une déclaration publique de l'Université de Harvard en 1972, qui rejetait catégoriquement les allégations sur l'existence de structures souterraines autour de la Grande Pyramide, les qualifiant de pure fantaisie destinée à attirer les amateurs de mystère. Harvard conseillait d'ignorer plutôt que de démentir ces allégations, arguant que toute tentative de démenti ne ferait qu'alimenter davantage les spéculations du public. Pourtant, cette position s'est trouvée contredite lorsque le temple jouxtant le Sphinx, auparavant nié, fut découvert dans le sable et finalement ouvert au public. Ces contradictions ont révélé un niveau élevé de censure, appliqué pour protéger les conceptions historiques et religieuses tant occidentales qu'orientales. Il devint ainsi évident qu'une censure stricte était en place, non seulement pour préserver l'histoire officielle, mais également pour éviter de remettre en question les convictions et les récits établis. Cette situation a conduit à une méfiance accrue envers les déclarations officielles, renforçant l'intérêt pour les théories alternatives et les mystères non résolus de l'Égypte ancienne. Alors que le voile de mystère entourant les découvertes sous le plateau de Gizeh persiste, les récits d'anciennes écoles de mystère, les déclarations contradictoires des institutions officielles et les fouilles audacieuses du docteur Selim Hassan continuent de nourrir l'imaginaire et la curiosité. Chaque couche de sable retirée, chaque pierre déplacée et chaque chambre souterraine révélée ne font qu'ajouter à l'épopée fascinante de cette terre ancienne, riche en secrets et en sagesse perdue. En dépit des démentis officiels, les preuves s'accumulent, laissant entrevoir un monde souterrain d'une complexité inimaginable, tissé d'histoires et de légendes qui défient notre compréhension du passé. Les temples, les sarcophages, les statues et même les objets mystérieux découverts, tels que la sphère de cristal aux hiéroglyphes mouvants, posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Pendant que nous nous tenons à la frontière de ces découvertes, un sentiment d'émerveillement et d'anticipation nous envahit. Quels autres secrets le sable du temps dissimule-t-il sous le plateau de Gizeh? Que nous révéleront les prochaines fouilles sur les civilisations anciennes et peut-être même sur les origines de l'humanité elle-même? Restez curieux et à l'écoute, car l'histoire continue de se dérouler. Bientôt, de nouvelles expéditions pourraient dévoiler des trésors inconnus et des révélations qui remettront en question notre perception de l'histoire. Je vous invite, chers amis, à me rejoindre dans cette quête passionnante, puisque chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre monde. Préparez-vous pour d'autres aventures extraordinaires, où le passé rejoint le présent et où l'histoire s'écrit sous nos yeux. À la prochaine!
Entre-temps, prenez soin de vous. Bye bye.